Oui, merci. Alors, vous avez peut-être vu, le ministère du Travail a sorti récemment une étude. Ils ont envoyé 10 000 CV à des grandes entreprises, c'est pas des petites PME du coin. C'est un testing qui a montré que les candidats au nom maghrébins, c'est l'étude qui les désigne comme ça, n'ont qu'une chance sur 3 de recevoir une réponse à un rendez-vous, alors que les candidats au nom hexagonal, c'est comme ça que l'étude les appelle, ont une chance sur 2. D'ailleurs, beaucoup plus. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un nom hexagonal, moi je réfléchis encore. Alors, tout le monde, donc, officiellement, le maghrébin est discriminé, c'est reconnu. Mais il y a un petit problème, c'est qu'on ne reconnaît pas l'inverse, c'est-à-dire que l'hexagonal, il est privilégié du fait de la discrimination du maghrébin, évidemment. Ça irait évidemment pour les Noirs, les Roms, etc. Ce privilège, on le constate tous les jours quand on prend le métro et qu'on a un contrôle qui s'exerce en général sur une personne basanée devant nous et qu'on passe librement, parce qu'évidemment les policiers sont bien trop occupés pour s'intéresser à nous, blancs. Alors le racisme, donc, c'est pas seulement une injustice faite à une certaine catégorie de la population, c'est un système de privilège pour une autre catégorie de la population. C'est donc un système de domination. Pour paraphraser Albert Ménier qui parlait du petit colonialiste, le petit blanc FN, il défend le système raciste avec tant d'âpreté, c'est parce qu'il en est peu ou prou un bénéficiaire. Alors on peut se poser la question dans ce cas-là, et ça c'est cette réalité, le système de domination, elle est massivement niée par la plupart des organisations aujourd'hui, même y compris de la gauche française. Et c'est pourquoi on entend des cris d'orfraie quand des personnes racisées tiennent par exemple un camp d'été décolonial réservé aux personnes racisées. Comme si le CRIF par exemple était largement ouvert aux non-juifs. Comme si le communautarisme était exclusivement le privilège des racisés, des dominés d'origine coloniale. Contre cette arrogance des oppresseurs, qui est insupportable, qu'il s'agisse d'oppression de classe, d'oppression de genre, ou d'oppression de race sociale, évidemment, il faut tout de suite ajouter, sinon on se fait épingler. Il faut résister. Quant au refus des mêmes d'employer le terme d'islamophobie, il montre bien comment une conception sectaire de la laïcité se combine avec un inconscient colonial dans un cocktail profondément malsain, encore souvent alourdi par un trait de rhétorique pseudo-féministe. Alors, le problème, c'est qu'il faut quand même comprendre, expliquer, bien sûr, la situation dans laquelle nous sommes. Comme disait Manuel Valls, expliquer, c'est déjà justifier. Non, nous devons comprendre pourquoi. Alors évidemment, comprendre pourquoi des jeunes Français issus de l'immigration ou issus d'un passé colonial, ou même des hexagonaux, entre guillemets, convertis, en viennent à vouloir mourir en tuant le maximum de juifs ou de mécréants. Mais aussi comprendre pourquoi un tel nombre de nos concitoyens, entre guillemets, hexagonaux, en viennent à adopter des croyances et des comportements racistes, islamophobes et xénophobes à l'échelle qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que leurs raisons, aux uns comme aux autres, ont un rapport, ont à voir. Et d'ailleurs, Omar l'a déjà dit tout à l'heure. Ces raisons n'ont aucun rapport avec la religion, l'islam ou la religion catholique. Par contre, désolé de ces évidences, mais des deux côtés de cette barricade, on a le même sentiment d'abandon, le même sentiment de mépris, le même sentiment d'impuissance, de peur de l'avenir, d'avenir bouché, le même constat de désertion de la gauche sociale et politique, la même absence d'outils de lutte collective pour retrouver du pouvoir sur sa vie, la même régression vers le fantasme. Alors ça peut être le fantasme du califat pour certains, mais pour beaucoup c'est le fantasme de la France blanche et chrétienne, ou le fantasme de la République une et indivisible. Alors évidemment la France blanche et chrétienne, la République une et indivisible, c'est pas exactement la même chose. Nos amis républicanistes que Philippe Marlière évoquait tout à l'heure ne sont pas racistes, ils ne sont pas pour la préférence nationale ou la conception ethnique de la République, mais ils refusent toute discussion sur le caractère monstrueux
de l'écart entre les valeurs proclamées par la République et la réalité vécue par une large partie de la population. Il refuse de voir qu'il n'y a pas plus de problèmes musulmans en France qu'il n'y a de problèmes noirs aux États-Unis ou qu'il n'y avait de problèmes juifs dans les années 30 en Europe. Il refuse de voir qu'à chaque fois il s'agit d'un problème blanc, d'un problème d'un système constitutionnel, institutionnel et informel bien sûr, de discrimination et d'exploitation. Alors comment, et donc voilà, je vais conclure justement sur comment on essaie de construire des outils qui nous permettent de sortir de cette situation que nous avons tous largement décrite aujourd'hui. D'abord, il faut continuer à mettre du sel sur la plaie républicaine, à dénoncer l'écart insupportable entre les prétentions de la devise républicaine et sa réalité. Mais je pense qu'au-delà de la lutte idéologique, il faut évidemment renforcer aussi, c'est ce que vous faites tous les jours dans vos combats, renforcer la capacité d'action autonome des personnes racisées, leur auto-organisation pour la conquête de leurs droits contre les discriminations et la violence de l'État. Et les associations de mouvements sociaux classiques qui sont bien trop blanches aujourd'hui doivent soutenir inconditionnellement ce droit des personnes racisées à s'organiser comme elles l'entendent, sans évidemment éviter les controverses et les désaccords politiques quand ils sont présents. Alors maintenant, je terminerai par la question la plus difficile, c'est celle que Ouria pose dans son excellent bouquin, son dernier bouquin, sur la question du grand nous, ce qu'elle appelle le nous de la nouvelle identité politique que nous devons inventer ensemble. Moi, je me retrouve tout à fait dans ce programme, et je pense que ce nous, il doit être à de nombreuses facettes. Nous sommes dans une situation où l'humanité est au bord de l'effondrement écologique et de l'effondrement politique. Nous avons un besoin urgent de bifurquer vers un modèle de société tout à fait différent, convivial, et pour ça nous devons créer un nouveau sujet politique, désintoxiquer des minables bénéfices que nous croyons tirer chacun des micro-dominations auxquelles nous participons. La domination des Noirs, des Arabes, des civilisations inférieures, des femmes, l'exploitation des ouvriers, des soi-disant travailleurs non qualifiés, la déprédation de la nature aussi par notre arrogance techno-capitaliste. Alors donc ce nous, il sera décolonial, oui, ou il ne sera pas, mais il sera aussi féministe, il sera aussi écologiste, il sera aussi démocratique, ou il ne sera pas. Et là, je pense que le concept, c'est un concept un peu pédant peut-être, mais je pense politiquement indispensable qu'il faut mobiliser aujourd'hui, sur lequel il faut travailler, ce concept d'intersectionnalité, qui a été inventé par des féministes noirs, d'ailleurs, pour penser l'articulation des résistances à plusieurs oppressions simultanées, articulation sans hiérarchisation, hein, c'est ça évidemment le point décisif. Eh bien, ce concept devrait pouvoir nous permettre de sortir des stratégies politiques et des tranchées minoritaires dans lesquelles nous sommes trop souvent enfermés. Alors Donald Trump, c'est un bon exemple d'intersectionnalité. Hein. Il est à la fois raciste, sexiste, islamophobe, nationaliste, autoritaire, milliardaire et pollueur. Poutine est pas mal dans le genre. Alors, c'est un dominant total, mais sa force, c'est qu'il a su flatter en beaucoup d'électeurs blancs l'ego du dominant partiel. Et c'est ça qui fait sa puissance politique. La seule manière de détruire ce puissant ressort, qu'on voit à l'œuvre dans nos pays aussi, c'est de construire ce nous alternatif, populaire et démocratique. Et l'intersectionnalité, c'est ce qui nous permet, à mon sens, de poser la grande question des alliances stratégiques entre nos mouvements et entre les dominés, dont beaucoup, mais pas tous, cumulent plusieurs dominations. C'est la stratégie des mouvements qui savent que leur cause ne pourra avancer. Nos causes, à chacun, ne pourront avancer que si elles se lient aux autres causes. Les écologistes pour la justice climatique, les syndicalistes antiproductivistes, les féministes anti-islamophobes, les militants décoloniaux, évidemment féministes et anticapitalistes. Donc comment construire ce mouvement intersectionnel qui fait, du fait de l'ampleur des questions qu'il pose, sera nécessairement un mouvement politique. Là, je voudrais juste terminer en citant un article de Judith Butler récemment, juste après l'élection de Trump. Elle a fait un excellent article pour une revue espagnole, où elle a dit nous devons réfléchir à la création d'un parti socialiste aux États-Unis
pour quelqu'un comme elle, c'est assez significatif de dire ça, et elle disait, nous devons changer notre comportement, en finir avec notre propre isolement dans la gauche, pour que nous ne soyons plus pris par surprise. Nous autres, les minorités sexuelles de genre et de race, nous serons parmi les plus vulnérables à l'action de ce pouvoir de police renforcé. Et donc voilà, la question que je pose aujourd'hui, c'est comment réfléchir à la création d'un parti mouvement, à un nouveau type de parti, articulant de façon non hiérarchisée les différentes composantes, les différentes résistances aux oppressions, exerçant un contrôle permanent sur ses élus, ses responsables, ses dirigeants. Je crois que nous avons absolument besoin, contre des dominations qui nous accablent, nous avons absolument besoin de recréer cet imaginaire, et non seulement de faire reculer la peur, mais de faire progresser l'espoir d'une planète de paix et de respect. C'est